Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h aujourd'hui du 8 juin 2015 en vous souhaitant un excellent début de semaine à tous. Et notre émission ce soir sera dédiée presque exclusivement à la gourmandise puisque nous recevrons carrément la championne de France de macarons qui est originaire de la Chapelle-Basse-Mer et on n'est pas peu fiers qu'elle soit de chez nous. Et on vous fera découvrir également une nouvelle marque qui promeut le fait maison et le Made in Nantes, ça s'appelle Saveurs Détonnantes. Mais avant cela, on fait un petit retour en arrière, un petit détour par la charmante ville de Guérande où avait lieu ce week-end la fête médiévale, 16e édition du genre. Alors évidemment, cornemuse, archers et ripailles étaient au rendez-vous, mais plutôt qu'une reconstitution historique, c'était surtout l'occasion de festoyer. La preuve en image avec ce reportage de Denis Vanier, Guérande à l'heure médiévale. Et le sacrifice, en fait, il n'est pas dans la tonsure, il est plutôt dans le sens où je me laisse pousser les cheveux exprès pendant quelques semaines, oui, un mois et demi, 2 mois, pour pouvoir gérer une tonsure pour le week-end. Amis visiteurs qui avaient traversé les couloirs du temps pour nous rejoindre, approchez, les archers de Guérande vous attendent. Les gens se font une fausse idée de ce qui était vraiment le Moyen-Âge et on essaye justement de leur faire comprendre, de leur faire voir la réalité du Moyen-Âge. Alors tout n'était pas forcément d'époque, mais en tout cas ça a fait un franc succès, cette fête médiévale à Guérande, puisqu'il y a eu quand même 45 000 visiteurs sur les 2 jours, samedi et dimanche. Alors bravo aux Guérandais pour cette belle fête. Retour maintenant en 2015, on va continuer un petit peu avec les victoires et avec notre premier invité qui va nous parler macarons. Et notre invitée, elle s'appelle Emmanuelle Pellerillou, elle est championne de France de macarons dans la catégorie amateur. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous avez été consacrée le 29 mai dernier, c'était à Paris que ça s'est passé, finale nationale, face à un jury prestigieux, composé notamment de Pierre Hermé. En matière de macarons, on a fait guère mieux. Aussi Mercotte, par exemple, et vous avez remporté le premier prix du concours. Donc d'abord, félicitations. Merci on beaucoup. est fiers parce que vous êtes de chez nous, vous êtes de la Chapelle-Basse-Mer. Vous avez gagné avec la recette fraise, menthe, calamansi. Vous en avez d'ailleurs ramené sur ce plateau. Mais avant de parler de cette recette et de l'idée de cette recette, pourquoi vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette aventure déjà? Parce qu'on fait des macarons chez soi, voilà, pour la famille, les enfants. Mais comment on se dit, tiens, allez, je vais aller me frotter aux autres En fait, j'avais même pas fait de macarons avant de me lancer dans cette idée-là. Voilà. Alors. En fait, c'est vrai que j'ai un petit esprit compétiteur, etc., parce que j'ai fait beaucoup de sport étant plus jeune. Et en fait, quand j'ai entendu parler de ce concours-là, organisé par Vincent Guerlet à la base, c'était en 2012, je me suis dit que ce serait sympa d'apprendre à en faire, parce que j'étais passionnée de pâtisserie. Et donc j'ai fait un cours. Quand même un peu la cuisine avant. J'aimais beaucoup la pâtisserie, mais pas les macarons. Pas spécialement les macarons. Non, pas du tout. Et du coup, j'ai appris à en faire justement au labo de Vincent Guerlet en faisant un cours de 3 heures. Après, je me suis entraînée un petit peu et puis au bout d'un an, je me suis présentée pour la première fois au concours régional. Et donc ça, c'était en 2012, c'était en 2012 parce que j'ai gagné une première fois et ensuite j'étais qualifiée donc pour la finale nationale et donc je suis tombée enceinte et j'étais alitée donc j'ai pas pu faire cette finale. Et voilà, donc c'est pour ça que voilà, je me suis représentée. La revanche cette année et vous avez bien fait. Voilà, mais je me suis lancée. Alors le jury a dit que votre macaron avait un bel équilibre et beaucoup de moelleux, donc c'est ce qui vous a fait quand même remporter la victoire. On le sait, c'est compliqué à faire un macaron, hein. Il faut que les coques soient bien lisses, qu'une ganache soit bien équilibrée.
Et puis surtout, là, vous n'étiez pas chez vous. Ça s'est passé dans le laboratoire d'Arnaud Larère, qui est meilleur ouvrier de France en pâtisserie. On n'est pas chez soi, pas avec son matériel, pas dans sa cuisine, donc c'est un petit peu déroutant. Oui. Comment vous êtes-vous préparé pour réaliser ce macaron parfait? Du coup, déjà, on a la chance de pouvoir quand même emmener les macarons qu'on a fait chez nous, qui seront dégustés par le jury. En fait, ceux qu'on faisait sur place, c'était ceux qui allaient servir presque de décoration pendant les résultats, etc. Mais on a moins de pression parce qu'on sait que ceux qu'on fait chez nous, c'est ceux-là qui vont être dégustés. Ah, d'accord. Donc déjà, ça enlève quand même un petit peu de stress. Et puis après, j'ai préparé pendant vraiment des semaines. Vincent Garlet m'a beaucoup aidé. J'allais toutes les semaines quasiment lui faire goûter étape par étape en faisant des petits changements à chaque fois. Et puis, ça a été votre coach, en fait, même tous les candidats, même venant des autres régions. Chacun avait un coach. Le pâtissier organisateur en fait de la région. Donc moi, c'était Vincent Garlet du coup. Et puis il m'aidait vraiment. Ça rassure beaucoup d'avoir un grand pâtissier comme ça qui vous dit c'est bon, ton macaron, il est très bon. Tu peux y aller les yeux fermés, quoi. Et donc voilà. Après, c'était des essais toutes les semaines. Et quel est votre secret alors du coup? Pour bien réussir le macaron, on sait qu'il y en a qui ont du mal. Il y a beaucoup de théories différentes, etc. Beaucoup utilisent des tapis en silicone pour justement avoir une belle forme ronde. Mais en fait, finalement, je trouve que tous ces artifices-là compliquent le résultat du macaron. Finalement, il vaut mieux avoir une bonne feuille de papier sulfurisé et la bonne technique, après, comme par exemple j'ai expliqué sur mon blog, parce que c'est vrai que ça se fait étape par étape. C'est pas quelque chose comme la cuisine où on peut faire un petit peu à notre sauce. Là, effectivement, il faut vraiment suivre étape par étape et bien précisément. Mais on doit pouvoir y arriver. Mais il faut de l'entraînement. Oui, c'est ça, il faut de l'entraînement, il faut bien connaître la main et il faut connaître son matériel. Ses ingrédients et son matériel. Ça, c'est vrai que c'est important. Vous avez dit un blog, puisque justement, vous êtes aussi... vous nourrissez un blog en donnant vos idées recettes. Ça s'appelle saturbinecuisine.com. Donc, c'était quand même pas... Ça venait pas de rien, la cuisine. Non, j'ai toujours été passionnée de pâtisserie. Quel souvenir vous gardez de cette journée là, du 29 mai, puisque vous avez quand même dû faire goûter vos macarons à des noms prestigieux, comme je disais, comme Pierre Hermé. Quel souvenir vous gardez de cette journée-là? C'était une journée inoubliable, vraiment. Au départ, un petit peu stressante, parce qu'effectivement, il faut quand même sortir nos 10 macarons qui ressemblent exactement à ceux qu'on a emmenés, qu'on avait fait chez nous la veille. Mais vraiment, c'était inoubliable. Au départ, j'étais vraiment très stressée. Une fois que j'ai réussi à faire mes coques, que je voyais qu'au four, elles étaient bien. Après, j'ai vraiment relâché la pression. Et là, c'est que du bonheur, parce que tous les pâtissiers viennent nous voir, on discute ensemble, on peut même plaisanter. Enfin, on échange beaucoup. C'est vraiment, ils nous disent des choses, ils nous apprennent beaucoup de choses. Et puis ensuite, être jugé par un jury aussi prestigieux, c'était formidable, vraiment. Et alors justement, ce qui a plu aussi dans votre recette, c'est cet ingrédient mystère qui s'appelle le calamansi. Alors j'avoue, je ne connaissais pas du tout. Comment vous avez eu, vous, l'idée de cette recette-là? Alors on rappelle, on voit là les petits macarons, c'est fraises, menthe et calamansi donc. En fait, justement, toujours pareil, en 2012, je cherchais vraiment un ingrédient que personne quasiment pouvait connaître. Et c'est vraiment en cherchant sur Internet que j'ai réussi à trouver cet agrume. Que vous avez trouvé dans le coin aussi? Alors du coup, voilà, je pouvais pas me le fournir. C'était vraiment ouvert qu'aux professionnels à l'époque. Et justement, en 2014, je me suis dit, on va rechercher ce fameux agrume et peut-être que j'aurai plus de chance. Et effectivement, là, il était en vente. Donc, on connaît un peu le yuzu. Voilà. C'est vrai que dans les émissions culinaires, c'est très à la mode. Justement, je voulais sortir de ce fameux yuzu qui finalement devenait presque démodé parce qu'on l'utilisait quand même. Voilà, c'est ça. Et donc là, le calamansi. Et l'idée de cet alliage-là, comment il s'est fait? Alors, le calamansi, c'était sûr, je voulais le mettre dans mon macaron. Après, la fraise, tout simplement parce que ma fille adore les fraises. Et je me suis dit, tiens, ce sera un joli clin d'œil. Voilà. Ouais. Bon, bien sûr, j'ai essayé pour voir si ça pouvait donner quelque chose. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais ça manquait un petit peu de fraîcheur. Et voilà, j'ai eu l'idée de rajouter quelques feuilles de menthe. Et puis, finalement, je suis tombée tout de suite sur le parfum qui me plaisait vraiment. Voilà, mais il a fallu quand même jouer justement entre tous les équilibres. C'était vraiment des semaines d'essais en rajoutant 1 gramme de quelque chose, en diminuant. Là, par contre, c'est vraiment très, très précis. C'est des dizaines et des dizaines d'essais. Puis là, on le voit, on a envie d'en goûter un. Moi, je vais en goûter un, mais parler la bouche pleine, là, ça va être un petit peu compliqué à l'antenne, mais je vais quand même en goûter un. On le voit, il y a des petites décos en plus. Oui. C'est ce qui a fait la différence aussi. Voilà. Donc du coup, il fallait quand même décorer un minimum les coques pour que ce soit plus esthétique, puisque quand même dans la note, il y avait tout ce qui était aspect, régularité, etc. Donc il fallait quand même que ça soit sympa à l'œil. Et c'est vrai que je me suis lancée dans une déco un petit peu inquiétante le jour de la finale parce que c'est au pinceau et je me suis dit si je tremble, ça va être compliqué. Puis finalement, l'épreuve s'est tellement bien passée que... voilà, pas de stress, en fait, pas du tout de stress. Voilà. Et donc voilà, il y a des petits traits dorés et verts sur le dessus. Exactement. C'est très joli et c'est délicieux. Enfin, c'est incroyable. C'est gentil.
Chez vous, vous allez baver devant, devant la caméra. Ça vous donne envie de devenir professionnel, cette récompense? Alors en fait, au départ, je disais toujours non. Et là, c'est vrai qu'après avoir gagné 2 fois la finale régionale et la nationale, je me rends compte que la pâtisserie fait vraiment de plus en plus partie de ma vie et que j'aime de plus en plus en faire. Et effectivement, oui, je sais pas ce que je voudrais faire, on me demande, je sais pas encore, mais c'est vrai que ça mûrit de plus en plus dans ma tête et je me demande si je vais pas justement sauter le pas. Peut-être ce sera l'occasion aussi avec les professionnels que nous allons recevoir tout de suite. On va justement continuer à parler de gourmandise. Vous restez avec nous, on va vous faire découvrir une toute nouvelle marque qui s'appelle Saveurs détonnantes et on va encore manger. Et pour parler de saveurs détonnantes, j'accueille 3 invités. Amélie Saillé, qui est la fondatrice de cette toute nouvelle marque, et 2 de ses ambassadeurs, le boulanger Éric Marché de Pain, Beurre et Chocolat et Carole Guillemin de la Maison Germain. Voilà, il y a plein de trucs sur cette table, c'est incroyable. Donc mon défi ce soir, c'est de faire une interview la bouche pleine. Voilà, ça va être... On a déjà un petit peu essayé. Alors, bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On va vous faire découvrir cette nouvelle marque qui s'appelle Saveurs détonnantes, une toute nouvelle marque qui entend promouvoir le fait maison et le fait à Nantes, le Made in Nantes. C'est vous qui avez eu cette idée, Amélie Saillé, de cette marque-là. Comment elle est née, cette idée-là? Vous vous êtes dit, ça manque là sur le marché, il n'y a pas ça? C'est ça, en fait, c'est en les rencontrant tous individuellement. Moi, dans le cadre déjà de mon auto-entreprise qui est là pour accompagner en fait, les artisans, les PME, on va dire commercialement. Et en les rencontrant, c'est vrai qu'il y avait une problématique de... on n'a pas le temps, on produit à Nantes, on est là, notre laboratoire, et voilà, on ne peut pas être au four et au moulin. Et du coup, à la vue de cette problématique-là, je me suis dit... ils ont tous les mêmes valeurs, ils travaillent sur Nantes, on a vraiment une vraie dynamique, il faut fonder quelque chose. Et donc du coup, sont nées les saveurs détonnantes qui en effet regroupent 5 pour l'instant. 5 artisans. 5 artisans, 5 ambassadeurs. Voilà. Nantes étant hyper pratique pour décliner tout un tas d'adjectifs en plus, passionnante, détonnante, ça tombe plutôt pas mal. Alors vous, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Par exemple, Éric Marché, vous êtes boulanger, vous fabriquez, comme on le voit, du joli croissant, de jolis chaussons aux pommes. Pourquoi vous êtes dit, j'ai envie de partir dans cette aventure, j'ai besoin qu'on me reconnaisse aussi derrière cette marque-là, Saveurs détonnantes? Comme l'a dit Amélie, en fait, c'est parce qu'on est tous un peu la tête dans le guidon et on a peu de temps finalement pour s'occuper de la promotion de nos produits. On fait des choses, on les fait bien, mais on a peu de temps pour le faire savoir. Et donc c'était l'occasion de retrouver d'autres artisans, d'autres professionnels avec les mêmes valeurs que les nôtres, qui partageaient donc un vrai savoir-faire, du fait maison, et puis des produits locaux avec nous c'est du beurre par exemple ou de la farine, et puis plein d'autres produits qu'on achète en local. Voilà. Et puis vous avez déjà fait un petit peu parler de vous quand même. On vous avait déjà rencontré à une précédente occasion dans la meilleure boulangerie de France, c'était le concours d'M6. Donc ça aussi c'était un moyen de se faire connaître, puis absolument. Et puis de jouer le jeu de la compétition, et aussi de se faire justement comme notre invité Emmanuel, c'était de se faire goûter par des professionnels. C'était ça aussi. Absolument. C'était de se comparer aussi aux autres meilleurs boulangers de France et donc d'évaluer un petit peu notre niveau. Et de mettre Nantes sur la carte aussi. Et de placer Nantes sur la carte, bien la placer. Vous, Carole Guillemin, on imagine c'est la même idée, se faire connaître aussi, mais promouvoir le local, c'est important. Oui, c'est aussi une marque sûr. Nantes, justement. Exactement. Et puis, on est une cité aussi sur aussi des valeurs de patrimoine, mais de patrimoine aussi gustatif. On est une ville aussi qui a beaucoup promu par son passé industriel le petit gâteau. Et voilà, et on est aussi sur des valeurs de retour à l'ancienneté, au fait main, au fait maison. Et le petit gâteau aussi, comme Éric en fait chez lui. On a envie aussi de bonnes choses qui soient faites, non plus forcément industriellement, mais aussi avec des produits locaux et faits maison. C'est le cas donc de vos sablés qui s'appellent des sablés déguisés. Alors ça, c'est rigolo, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de costume. Ils n'ont pas de costume. En fait, ils se déguisent sous l'apparence qu'on a envie de le voir. C'est-à-dire que là, vous avez du sablé traditionnel, avec la recette traditionnelle, avec simplement de la farine, du beurre, du sucre et de l'œuf. Produits locaux, encore une fois. Et là, vous avez une pêche. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ça va être des artifices sur les gâteaux à la demande. Là, vous avez plus l'idée de personnaliser, en complètement, fait. Complètement, c'est personnalisé. Déguisé, c'est juste plus joli, mais... Pour le particulier, pour le pro. Mais voilà, déguisé, c'est une façon de dire que
le sablé peut être aussi un vecteur de communication unique. Alors, c'est vrai que ça manquait peut-être pour les artisans comme vous d'avoir cette marque-là qui défend le local, qui défend le fait maison. C'est quelque chose qu'on connaît mieux chez les producteurs peut-être ou chez les restaurateurs, mais ça n'existait pas? Chez les artisans, il n'y a rien? Non, il n'y a pas vraiment de label. Qui identifie ça? Non. Bah, c'était le but en fait. Moi j'ai commencé à chercher. Je me suis dit c'est vrai que pour les restaurants il y a beaucoup de choses qui se font, pour les producteurs, mais c'est vrai que les artisans, bah voilà, ils ont aussi quelque chose à mettre en avant. Et moi voilà, j'ai beau chercher, je trouvais pas. Je me suis dit c'est trop bête. Il faut faire quelque chose. D'autant plus qu'on peut l'exporter. Voilà, et que Nantes joue beaucoup là sur le local. Il y a tout un patrimoine là, immatériel qui est en effervescence et qu'il faut vraiment revaloriser. Voilà, au jour d'aujourd'hui, le fait maison en plus a vraiment une vraie place. Donc je pense qu'à Nantes, il y a quelque chose à rajouter en plus. Ouais. Emmanuel, c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez aussi, vous, l'attention au circuit court, comme on dit, à l'approvisionnement en produits locaux, en fait maison. C'est des choses auxquelles vous faites attention, vous aussi, oui, bien sûr. Même en tant qu'amateuse. Oui, voilà, puisque de toute façon, même moi, si j'ai commencé aussi à faire moi-même, c'est parce que je me préoccupais des ingrédients que je pouvais mettre dedans. Acheter des produits industriels, on ne sait pas ce qu'il y a finalement dedans. Faire avec des bons produits locaux, le résultat est toujours meilleur, c'est clair. Alors, on est avec Saveurs Détonnantes, là, dans une marque, on l'a dit, mais c'est aussi un label de qualité, c'est ce que vous entendez aussi. Et comment vous vérifiez quels sont un peu les critères pour faire partie de Saveurs Détonnantes? Donc nous, on a mis en place une charte ensemble. Donc en effet, on est sur de la fabrication, on va dire, nantais, paysage nantais, avec utilisation de produits locaux et une vraie volonté de dynamisme en fait et de dynamique de groupe. Donc c'est vrai qu'ils sont tous, donc ils sont 5, donc il y a Carole, donc la Maison Germain, il y a Pain Beurre et Chocolat, il y a également Loïc et Constantino, les Gourmandises de Ludo et Mam Cookies. Donc ils sont pour l'instant les 5. Après vocation à se développer sur. C'est vrai que là on est plus sur le sucre. Voilà. A priori. Donc on attend. Bon, pas que, avec la boulangerie, il y a un peu plus de choix, mais c'est vrai que plutôt du sucré. Voilà. Donc après, le salé, les vins, le fromage, enfin, voilà, il y a aussi tout à enrichir en fait tout ça. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a un dynamisme, il y a il y a quelque chose qui se crée et les saveurs ont reçu vraiment un bel accueil. Là, ça fait 1 mois et demi que le nom a été déposé aussi à l'INPI. Il y a des gros groupes et puis il y a vraiment la ville, tout le monde qui est derrière les saveurs et je pense qu'il y a une vraie attente et voilà, on va le monter doucement et pouvoir le voilà. Mais par contre, vous n'avez pas fait le choix des spécialités locales parce que ce qu'on connaît de Nantes, c'est peut-être la rigolette, la mâche, le muscadet éventuellement si on va au pays nantais. Vous n'avez pas fait ce choix-là parce qu'on pourrait se dire. Ouais, non, j'ai vraiment été chercher ce qui était un petit peu dans la tendance aussi et puis non, et de casser aussi avec ce qu'on peut avoir l'habitude de voir parce qu'il n'y a pas que ça et peut-être écarter un petit peu les yeux sur le patrimoine, on va dire, qui existe en fait précédemment. C'est aussi votre souhait, de faire connaître d'autres façons de faire à Nantes, d'autres choses de Nantes. Et puis, c'est pour montrer aussi que la mâche, c'est un producteur. Oui. Nous, on est artisans. C'est pas la même chose. C'est un métier. Voilà, c'est un autre métier. Transformation de la matière première, c'est important. Ouais. Voilà. Et alors vous, dans votre approvisionnement, donc on le dit, vous cherchez à faire aussi du circuit court, le labo il est à Nantes, mais est-ce que c'est facile de trouver tout ce qu'on veut dans un rayon limité autour de Nantes? Vous arrivez à le faire? Non, pas pour tout, c'est clair. Il y a des produits qu'on ne peut pas... Le chocolat n'est pas fabriqué à Nantes. Le chocolat, la vanille, par exemple, pas encore. Pas encore. Quoique avec le réchauffement climatique, peut-être. Ah oui, mais bon, non, on ne le souhaite pas trop. Non. Voilà, donc c'est difficile pour certains produits, mais par ailleurs, il y a plein de choses. Il y a le sel, il y a tous les maraîchers, il y a des agriculteurs qui produisent des blés, enfin, me concernant en tout cas, des farines de qualité sur place, enfin, dans le périmètre de la ville de Nantes, dans la région. Donc, non, c'est pas très compliqué. Ouais. Les farines, le beurre, on a ce qu'il faut... en laiterie de qualité, en crème et en beurre de qualité, et les farines également tout proche de Nantes. Et ça a un impact du coup sur le prix à l'achat? Le fait qu'on s'approvisionne localement, est-ce que ça veut dire que le produit fini est un petit peu plus cher? Oui, forcément, il y a forcément un impact, mais c'est un choix, c'est délibéré. On ne peut pas non plus vouloir faire venir des produits à bas coût de Chine, parce qu'on va trouver de tout, de Chine ou d'autres pays, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Et on fait ce choix-là, nous en tout cas, de produits qui sont des produits de qualité, en local, qui sont peut-être un peu plus chers, mais
c'est aussi valoriser l'emploi en local, hein, quelque part. C'est de faire travailler les gens aussi sur la région nantaise. Alors ça, c'est la démarche de l'artisan, hein, du fabricant, mais est-ce que c'est aussi une démarche qui est bien accueillie après par les distributeurs pour distribuer vos produits? Enfin, vous êtes artisan et distributeur pour le coup. Mais par exemple, Loïc et Constantino ou les gourmandises de Ludo doivent trouver aussi des distributeurs. C'est une démarche qui est bien alignée. Individuellement, ils le font. Et puis moi, je m'attelle aussi à avoir cette charge-là de pouvoir le faire. Et franchement, c'est quelque chose qui est, comme je disais, très bien accueilli. Il y a des restaurateurs qui, en effet, jouent aussi maintenant sur le local et qui ont envie d'avoir un ajout de produits, ou avoir des cookies pour proposer d'autres desserts supplémentaires sur vraiment du local. Et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une tendance en ce moment. Et j'ai pas de difficulté à replacer, que ce soit dans des restaurants ou même dans des boutiques. Vraiment, il y a toujours un corner qui est aussi vraiment dédié au local. Alors justement, vous avez aussi lancé une marque saveur détonnante, un visuel qu'on va retrouver bientôt chez les membres Donc ça, c'est partenaires, les membres, les ambassadeurs que vous êtes, mais aussi peut-être justement chez des distributeurs, c'est ça? Tout à fait, on aura le même vinyle qui sera autant sur les vitrines des membres que des partenaires. Pour vraiment créer une unité, qui n'y ait pas non plus de distinction, on voit très bien qui est qui. Le site internet, lui, sera mis en ligne courant cet été, avec, on pourra retrouver un petit peu tout le monde et distinguer tout le monde dans le paysage nantais. Alors n'hésitez pas à me le passer, comme ça on va bien le montrer à la caméra pour que les gens l'identifient. Saveur détonnante, ce sera ça le joli logo. C'est aussi une façon de dire on a un savoir-faire, on a des métiers, on veut les connaître. C'est aussi, finalement, c'est une démarche assez logique par rapport à vous, ce que vous faites. Ça s'inscrit, oui, dans une démarche qu'on a déjà de par le métier d'artisan. C'est-à-dire qu'on valorise un savoir-faire, encore une fois, en local avec des produits locaux. Et ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait rien qui nous permettait de nous distinguer finalement des grandes chaînes je dirais pour moi, me concernant des chaînes de boulangerie, par exemple, qui s'installent dans la périphérie de Nantes en ce moment et qui phagocytent un petit peu l'artisanat. Voilà. Et alors, mais vos collègues, vos confrères, ils en pensent quoi d'ailleurs de cette démarche? Est-ce que ça se diffuse? Ils sont dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire que finalement, ils sont très heureux qu'il y ait quelque chose qui permette de mettre en avant l'artisanat en local. Et j'espère, on les appelle en tout cas à venir nous rejoindre, qu'ils soient le plus nombreux possible, tous. Hein. Idem dans votre domaine à vous, dans votre secteur? C'est une volonté de transparence, de montrer qu'on peut faire des bonnes choses avec peu de choses aussi. Puisqu'on n'a pas d'additifs, on n'a pas de conservateurs, on n'a pas de choses qui sont artificielles, qui soient mauvaises pour la santé. Donc, on peut faire des choses très bonnes avec peu de choses, en toute transparence, même sous les yeux des gens, puisque maintenant, on est aussi en laboratoire ouvert. Moi, mon laboratoire, on le voit en passant devant chez moi, on peut me voir travailler. Donc, Eric, c'est la même chose. Je pense que c'est facile. Nous, c'est pas ouvert parce qu'il y a des problèmes de volatilité de farine, mais les gens tout est en transparence. Les gens qui veulent visiter le fournil peuvent venir, il n'y a rien à cacher. On peut trouver donc chez vous les produits là qu'on voit. On a envie un petit peu de savoir ce qu'il y a. Présentez-nous un petit peu là ce qu'il y a dans ce joli plateau. Alors on va avoir des croissants bicolores à la framboise, des croissants à l'abricot. Ici c'est une nouveauté qu'on vient de lancer qui est le Morito. Avec une... C'est possible ça? C'est juste frais pour l'été avec une purée de citron, de rhum et puis de menthe fraîche, avec un sirop de menthe fraîche. Donc c'est le chausson à consommer avec modération. Non, sans modération. Voilà, et puis du plus classique avec des croissants et des pains au chocolat. Tout ça, c'est fait avec des matières premières, donc pour la farine qui viennent de Bousset, et puis du beurre de la laiterie de Montaigu, donc c'est du local aussi. Mais vous disiez que la vocation aussi, c'est de s'exporter. En disant saveur détonnante, on exporte une marque Nantes aussi, entre guillemets. Mais est-ce que ça ne séduit pas avant tout quand même un marché local, ça, de dire qu'on fait du local? Est-ce que ça ne séduit pas quand même d'abord les Nantais et puis les gens de l'agglomération? Si, parce que l'accueil qui est aujourd'hui donné aux saveurs détonnantes, c'est vrai que il y a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, d'entreprises et puis la ville, tout le monde qui commence un petit peu à s'intéresser. Moi, je vais également faire mon petit cocktail d'inauguration, pour mettre aussi en avant tous les acteurs, les principaux acteurs locaux, plus les artisans, de mettre tout le monde en relation, pour aussi lancer tout ça et pourquoi pas après dans le futur développer l'événement
événementiel, faire des rencontres aussi, des events avec d'autres partenaires, développer un petit peu toute cette dynamique, faire un peu un 360 entre le particulier, les consommateurs, les fournisseurs, voilà, que tout le monde se mette en lien et un peu comme la monnaie, comme la sonnante, que voilà, qu'on ait vraiment une dynamique. D'ailleurs, on peut vraiment, acheter tout ça en sonnante, je suis sûre. Et la première boulangerie, oui. Et oui, voilà, tout ça, c'est finalement la même démarche. Et même Cookies aussi qui a la sonnante. Loïc et Constantino qui devraient l'avoir dans les jours qui arrivent. Donc voilà, dans cette même dynamique-là du valorisation du paysage et du local en tout cas. On avait envie aussi, peut-être avant de se quitter, de vous faire goûter les macarons d'Emmanuel pour savoir ce qu'en pensent un peu les professionnels. On va faire tourner Carole et puis faites passer à vos voisins quand même pour ces jolis petits macarons. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ils sont à quoi? Fraises, menthe et le fameux Calamansi. calamansi. J'ai toujours pas retenu le nom, voilà. Vous n'utilisez pas ça, le calamansi. Hein. En tout cas, on peut quand même redire que votre boutique est rue du Maréchal Joffre, à Nantes, Maison Germain, vous ne pouvez plus parler, voilà. Que la boulangerie d'Éric Marché se trouve dans le quartier Saint-Félix. 10 boulevard Amiral Courbet. 10 boulevard Amiral Courbet, exactement. Et puis que si on veut prendre des nouvelles de saveurs détonnantes, ça se passe sur Facebook et Twitter. Voilà. Et on peut également gagner 3 places pour le cocktail, si on le souhaite. Donc si on est joueur, on va sur les réseaux sociaux et on tape saveurs détonnantes. Et bravo encore à Emmanuel. Et puis on espère qu'un jour, vous allez rejoindre ces saveurs détonnantes. Il n'y a pas de raison, finalement. Merci à vous d'avoir été avec nous. Bon appétit. Et merci à vous de nous avoir suivis.